Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous avoir aujourd'hui pour cette nouvelle conférence pour le génie pour la société qui mélange art et ingénierie. Je me présente, je m'appelle Quentin Hérissé, je suis président de Tributaire, donc c'est le comité aux étudiants pour le développement durable. Actuellement, on est à la recherche de nouveaux membres si vous êtes intéressés à nous aider dans notre démarche et la démarche de l'ETS à s'inscrire dans ce mouvement de développement durable, que ce soit aussi bien sur le campus qu'à Montréal avec d'autres universités, des professionnels, aussi bien aussi à l'international avec des universités françaises ou européennes. Il y a une magnifique collaboration qui nous est offerte, c'est celle avec le département de développement durable pour cette série de conférences. Ça permet vraiment à tous les futurs étudiants en ingénierie de comprendre les relations et les collaborations interdisciplinaires que le génie peut avoir un impact. Donc, je vous remercie encore d'être présent pour cette conférence et puis je vais laisser la parole à Monsieur Cédric Potel, notre secrétaire général de l'école. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi d'être présent et merci à vous tous et toutes également d'être présents aujourd'hui. C'est une conférence qui me tient particulièrement à cœur parce que, comme le disait Quentin, elle fait le lien entre l'ingénierie et l'art. Et c'est un lien parfois que les gens ne trouvent pas naturel, mais en réalité, il y a beaucoup d'ingénierie derrière les œuvres d'art, surtout les œuvres d'art publiques. Et je pense qu'il y a beaucoup d'art et de créativité aussi dans le génie. Alors, c'est particulièrement pertinent pour nous d'avoir cette rencontre aujourd'hui, cette conférence. Je me permettrai de souligner la présence de deux artistes qui collaborent avec l'ETS qui sont avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, il y a Mme Linda Kovitt, dont on a le plaisir d'accueillir une des œuvres sur notre campus. Et il y a également M. Alain Paiement, qui ne fait pas partie des panélistes, mais qui est à l'écoute avec nous. Et M. Paiement est l'artiste qui a été sélectionné pour l'œuvre du 1% qui va être réalisée dans le futur pavillon F. C'est un pavillon qui va être construit au cours des 18 à 24 prochains mois. Alors, ceci étant dit, mon rôle essentiellement, c'est de vous souhaiter la bienvenue et de vous présenter Mme Annie Gérin, qui est la doyenne de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia. Mme Gérin a eu la gentillesse d'accepter d'être la modératrice pour cette conférence. C'est une historienne de l'art spécialisée en art public, alors on ne pouvait pas mieux te trouver. Et c'est aussi donc quelqu'un de l'Université de Concordia avec qui l'ETS veut établir des collaborations. On veut établir des collaborations, notamment dans le domaine des arts, de la culture. On est en train de travailler sur un programme d'intégration des arts et de la culture à l'ETS et on veut le faire en collaboration avec les facultés d'art qu'il y a dans les institutions partenaires qui sont ici à Montréal. Et évidemment, Concordia est un partenaire de choix pour nous. Alors, Mme Gérin, on est particulièrement heureux que vous ayez accepté d'agir comme modératrice aujourd'hui. Merci. Merci, M. Potel. Merci, M. Hérissé. Je suis ravie d'être ici avec vous. Et je veux vous dire que l'équipe de la Faculté des beaux-arts de Concordia se réjouit de cette belle collaboration avec l'ETS et de toutes les collaborations futures. Même si notre événement se déroule en ligne aujourd'hui, j'aimerais commencer par une reconnaissance territoriale, comme nous avons coutume de le faire à Concordia. Je vous parle aujourd'hui de mon bureau à la Faculté des beaux-arts qui est au centre-ville de Montréal, en territoire autochtone qui n'a jamais été cédé. La nation Kanien'kehá:ka est reconnue comme gardienne des terres et des eaux, d'où je vous parle aujourd'hui. Tiohtià:ke, ou Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, c'est une population diversifiée qui y réside. Dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir, nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté sur ce territoire. Et je vous invite à réfléchir à l'histoire des terres où vous vous situez aujourd'hui. Je trouve particulièrement important de réfléchir à l'ancrage qu'on crée dans le lieu dans le but de lancer cette conversation que nous allons avoir sur l'art public. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr le dialogue indispensable qui s'établit entre l'artiste et l'ingénieur dans un contexte de création et aussi d'installation des œuvres de l'art public. Cette collaboration essentielle, elle est toujours balisée par plusieurs réflexions, dont une réflexion sur les communautés, donc les publics qui vont être appelés à apprécier et à côtoyer les œuvres, mais aussi une compréhension approfondie du lieu où les œuvres vont se déployer. Donc, le lieu dans ses dimensions physiques, écologiques, autant qu'historiques et culturelles.
Nos intervenantes et intervenants aujourd'hui sont Linda Kovitt, Paul-Henri Boutros et Nadia Amir. Je vais vous les présenter à l'instant avant de lancer la discussion. Donc, depuis 1975, Linda Kovitt a créé de nombreuses interventions artistiques qui ont été présentées à Montréal, au Québec et à l'étranger, dont plus de 40 œuvres d'art public. Ces œuvres abordent les questions de la nature, de l'environnement et de la paix. Parmi ses réalisations les plus récentes, on compte Give Peace a Chance, une installation au Parc Mont-Royal commémorant le bed-in de John Lennon et de Yoko Ono en 1969. Water Garden à l'édifice du Water Center de la ville de Calgary, Shangri-La Stripe Room au Shangri-La Botanical Gardens and Nature Center à Orange, au Texas, et Autoportrait, qui a été dévoilé sur le site de l'ETS à l'automne dernier. Paul-Henri Boutros est le complice de Linda Kovitt. Il a cumulé plus de 18 ans d'expérience comme ingénieur en structure avec une spécialité en charpente de béton, d'acier et de bois. Il croit fermement que la clé d'un projet réussi est l'étroite collaboration entre les différents intervenants impliqués et plus spécifiquement la complicité développée entre l'architecte ou l'artiste et l'ingénieur en structure. Il a cofondé la firme d'ingénieurs Poincaré en 2018. Et finalement, Nadia Amir. Nadia Amir est une artiste d'origine algonquine et membre de la nation Anishinabek-Kitigan-Zibi. Sa pratique s'inscrit dans une démarche participative qui vise à soulever la discussion à propos de l'identité, de la résilience et de la politique de l'appartenance. Elle est aussi lauréate de plusieurs prix prestigieux en art contemporain, dont le prix Sobi en 2014 et le prix Louis Comtois en 2021. En 2019, Nadia Amir réalisait l'œuvre d'art public Dans la tente, située sur l'îlot Bonaventure à Montréal, tout près de l'ETS. Il s'agit d'une œuvre qui souligne et célèbre plusieurs siècles de présence autochtone sur le territoire de Montréal et s'interroge sur la place qu'ils occupent aujourd'hui. Nadia est aussi professeure au département Studio Arts de l'Université Concordia. Une période de questions de la part du public est prévue à la toute fin de cette discussion. Donc, si vous avez des questions pour nos participantes et participants, vous pouvez les poser dans la fenêtre questions et réponses prévue à cet effet. La période de questions sera animée par Sarah Courcelle, conseillère en communication, développement durable à l'ETS. Donc, je pense qu'on peut se lancer avec une première question que j'adresse en fait à Linda et Nadia. Vous avez toutes les deux une pratique diversifiée qui inclut une pratique reconnue en art public. Est-ce que vous pouvez nous parler des défis particuliers que pose le travail à grande échelle dans l'espace public? Qui a envie de commencer? Je peux commencer. Mais pour moi, le défi le plus grand est de créer une œuvre d'art qui suit ma démarche artistique et en même temps peut répondre à toutes les exigences qu'on a besoin d'adresser dans un espace public. Par exemple, comme je fais plus les œuvres à l'extérieur, il faut respecter des normes parasismiques, des normes de sécurité. Il y en a pour des finitions, il faut être au courant que ça va être dans la neige, la pluie, les rayons UV, etc. Alors, c'est plus de respecter ma démarche qui est importante en réponse à toutes ces choses. Est-ce que ça a un impact sur votre processus créatif en tant que tel? Oui, ça a un impact. Au départ, je pense que c'était plus difficile au départ. Maintenant, non, parce que je suis plus au courant avec les exigences. Alors, c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'il faut modifier, mais pas que ça a un impact dans le processus de création, pas dans l'impact de l'œuvre elle-même. Merci.
Et pour vous, Nadia, quels sont les défis de l'art public? Super belle question. D'abord, je suis vraiment ravie d'être parmi vous et merci pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir de partager mon travail avec mes collègues et un public diversifié. En termes d'artistes autochtones, je dirais pour moi, un des grands défis, c'est vraiment un peu comme Linda a mentionné, de comment mettre son essence personnelle dans un espace public, mais aussi en respectant peut-être des savoir-faire ou des protocoles qui aussi s'ancrent dans la communauté autochtone que je représente. Alors, c'est comme un double enjeu, mettons. Et aussi, comme Linda, ça a été vraiment un long processus de comprendre un peu comment aussi comme être à l'aise avec les défis, mettons, tu sais, parce que en espace public, on parle toujours de l'échelle. Et des fois, qu'est-ce qu'on fait comme produit artistique pour la galerie ou pour le musée, c'est souvent à petite échelle. Et le communiquer à grande échelle à l'extérieur, ça devient un autre défi qui s'ancre aussi dans un défi d'ingénierie. Mais comme exemple, j'ai ça, c'est comme un des premiers projets que j'avais fait en art public comme concept. Ça n'a pas été accepté. Et ça n'a pas été accepté parce que, bon, j'ai travaillé avec une céramique, alors on parle d'une surface extérieure. Ça ne marche pas, tu sais. Aussi, peut-être mon échelle est trop petite, vue de loin de, tu sais, 10, 15, 20 mètres, mais, tu sais, on perd un peu qu'est-ce que ça peut être. Alors ça, pour moi, ça a été un grand défi de comprendre. Et je dirais aussi que je mets toujours ça en écho avec ma pratique. Un autre défi aussi, c'est, mettons que j'ai pas beaucoup de base, tu sais, de structure, de comprendre vraiment comment l'ingénierie peut se passer. Alors, tu sais, mettons que moi, je propose ça comme œuvre, mais c'est tellement fin, c'est épuré. Comment ce genre de construction devient quelque chose, tu sais, dans un espace qui se tient. Là, on a juste comme un point d'ancrage. Tu sais, ça devient un autre sorte de défi. Alors, c'est toujours un peu essayer de voir comment communiquer, tu sais, les idées par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire dans la matière aussi. Puis un autre exemple, c'est aussi par rapport aux maquettes. Tu sais, des fois, on veut travailler avec un matériau, mais ça communique mal dans la maquette parce que le matériau elle-même devrait être comme peut-être devrait être quelque chose de plus grand. Alors, comme exemple, tu sais, ça, c'est une maquette que j'avais faite pour Dans la tente qui est coulée en bronze, mais comme maquette, elle n'est pas vraiment super bien accomplie. Alors, il fallait trouver une autre façon de donner l'expression dans la maquette qui pourrait aussi donner une idée de comment l'œuvre allait être. Il y a quelque chose que vous avez dit, Nadia, qui est resté avec moi. J'aimerais juste vous pousser un petit peu là-dessus avant de passer à une autre question. Vous parliez d'un écho avec votre pratique en général. Vous êtes arrivé à l'art public il n'y a pas si longtemps. Et est-ce que je peux vous demander comment le fait de commencer à travailler dans l'espace public, ça a un impact sur le reste de votre production et vice-versa? Oui, mais il faut dire aussi que j'ai commencé en art public en 2006, mais j'ai seulement commencé à gagner peut-être mes projets, tu sais, en 2014. C'est vraiment un long processus pour moi de comprendre comment gagner les projets et comment les réaliser. Alors, en écho, ça a toujours été comme, bon, je comprends assez bien comment manipuler l'espace autour de moi, mais rendu dans un espace qui est plus grand. Et des fois aussi, tu sais, le défi, c'est peut-être la personne qui fait la commande veut une grande œuvre, mais finalement, elle ne veut pas une si grande œuvre. Alors, c'est aussi de comprendre un peu les contraintes de qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, on dit, fais quelque chose de monumental, mais fallait pour que ça ne prend pas beaucoup d'espace. Ah, ça, c'est vraiment un défi d'artiste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, imaginez peut-être un dessin, tu sais, un dessin
en matière, mais après ça, voilà, ça c'est quelque chose qui devient un peu invisible. Tu sais, on peut voir à travers, mais en même temps, sur la place publique, ça c'est une, une maquette de l'œuvre dans l'attente sur la place publique, mais elle devient autre chose, tu vois. Et on parle aussi, c'est une échelle qui est vraiment comme aimée pour les enfants parce qu'on peut grimper dessus, mais c'est pas trop haut pour qu'ils se blessent. Alors, c'est vraiment comprendre les contraintes, un peu comme Linda a dit, tu sais. Beaucoup de contraintes. Paul-Henri et Linda, je vous présentais un petit peu plus tôt comme étant des complices. Vous avez réalisé plusieurs œuvres ensemble au fil des ans. Et on a souligné un petit peu plus tôt la créativité des ingénieurs. Donc, j'aimerais vous entendre sur comment se pratique votre collaboration, à quel moment de la création de l'œuvre ou de l'installation elle intervient. Puis, je suis aussi vraiment curieuse de savoir si Paul-Henri intervient dans le processus créatif ou s'il y a une influence sur comment l'œuvre va se développer. Je commence. OK. Mais c'est un peu comme une danse, on peut dire. Quand on travaille avec les ingénieurs ou les autres personnes. Quand je commence à travailler sur, disons, un projet, un concours, parce que souvent les œuvres en art public se passent par concours, on devrait faire une maquette, des rendus, des choses comme ça. Alors, je commence toute seule dans mon atelier. Je travaille mon idée. Mais au moment donné, je vais d'abord avec la personne qui fabrique la sculpture parce qu'il faut que je m'assure que ça va rentrer dans le budget qui était pour cette œuvre. Alors, ça, c'est la première étape où il peut y avoir des changements. Des fois, comme maintenant, j'ai comme plus d'expérience, je sais à peu près qu'est-ce que je peux faire pour une certaine échelle, un certain lieu. Mais des fois, surtout maintenant, les matériaux changent, les prix énormément et tout ça. Alors, il faut des fois que je refaire certaines choses. Avant le concours, normalement, je vais montrer l'idée à l'ingénieur, mais c'est vraiment plus comme un aperçu plus rapide dans le sens que oui, ça va tenir debout et tout ça, mais on ne fait pas tous les calculs et tout ça parce que ça prend beaucoup de temps. On attend pour voir si le projet est gagné. Quand le projet est gagné, moi, j'ai déjà certains dessins techniques parce qu'on a fait des rendus. Donc, j'envoie ces dessins à l'ingénieur. À ce moment-là, c'est lui qui doit faire des calculs pour vérifier que les matériaux, pour dessiner, pour des fondations qu'il faut, etc., etc. Il peut avoir à ce moment-là des changements à faire. Alors, c'est là que ça devient plus comme quand on travaille ensemble depuis quelques années, les ingénieurs vont connaître plus qu'est-ce que je suis prête où je suis prête à faire un petit compromis ou pas. Il y a des choses que je dis non, c'est pas possible. Alors, on essaie tous les deux à trouver une autre solution pour rentrer plus dans l'idée de la sculpture. Mais je pense c'est la première fois, c'est peut-être plus difficile. Avec le temps, on commence à connaître chacune l'autre personne. Alors, on est plus en mesure de dire, OK, comme dernièrement, j'ai eu un petit problème et il y a une solution, mais tout de suite, on a dit, mais Linda ne va pas aimer ça. Alors, on essaie de trouver autre chose. Alors, c'est un peu ça que... mais je dépends beaucoup aux ingénieurs pour être sûr que l'œuvre va tenir debout dans les grandes ventes qu'on a de plus en plus maintenant avec tous les changements climatiques, avec le vandalisme, les personnes qui vont toucher et tout. Alors, l'ingénieur a fait une partie très importante dans la réalisation finale de l'œuvre. Si je peux me permettre, Linda, vous avez très bien résumé la question. Personnellement, j'aime beaucoup arriver tôt dans le processus,
parce que on peut tout de suite donner une opinion. Ça, comme Linda disait, ça ne demande pas des grands calculs savants, ça ne demande pas une modélisation par ordinateur, mais ça permet d'aligner un petit peu le concept pour continuer dans la direction. Nadia a montré tantôt un arbre qui tenait avec une seule pièce en dessous. Dans tous les cours qu'on a eu à l'école, il n'y a personne qui nous a appris comment faire tenir un arbre qui tient sur un seul point d'ancrage. Il faut développer une façon de penser en parlant avec des collègues ingénieurs, avec des artistes, en travaillant en équipe pour arriver à des solutions qui sont acceptables pour l'artiste, parce que il faut pas, même si oui, le rôle de l'ingénieur est très important, je pense qu'il faut toujours respecter l'œuvre de l'artiste qui l'a imaginé, puis on reste un outil pour faire tenir l'œuvre d'art à la fin. Pour répondre à la question, si on intervient dans le processus artistique, j'ai envie de dire que des fois, comme ingénieur, il vaut mieux ne pas intervenir, mais il faut aussi avoir on peut se permettre, je pense, corrigez-moi Nadia et Linda, mais je pense qu'on peut se permettre d'avoir une discussion puis d'amener des idées pour comprendre c'est quoi l'idée de l'œuvre d'art, puis c'est quoi le langage qui veut être donné. Et cette collaboration-là va amener à une œuvre d'art réussite, parce que si on arrive trop tard dans le processus, là, je rajoute une colonne, je rajoute un tirant, je rajoute quelque chose de majeur, ça vient de tuer toute la délicatesse des fois de l'œuvre d'art, puis ça montre une mauvaise collaboration inévitable entre l'ingénieur et l'artiste. Est-ce que vous parlez la même langue? C'est peut-être une question qui semble un peu bête, mais je ne parle pas de l'anglais ou du français. Comment est-ce qu'un ingénieur et un artiste communiquent? Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous parlez la même langue ou est-ce qu'il y a un travail de traduction qui doit se faire ou une certaine période de temps d'apprivoisement avant que vous arriviez à vous comprendre? Dans votre cas, à vous, là, Linda et Paul-Henri. Moi, j'ai envie de répondre que ça dépend de l'ingénieur et ça dépend de l'artiste. Hein? Il faut tous comprendre qu'il y a un côté artistique et il y a un côté gravitaire qu'il faut que ça tienne sur la planète où on habite. Donc, des fois, ça clique, des fois, ça clique pas. Et avec le temps, comme Linda disait, on développe une relation puis on se permet de piquer un peu l'un et l'autre avec des petits commentaires typiques d'ingénieurs et les artistes et les architectes font exactement la même chose à notre égard. Et c'est correct, ça rend la discussion intéressante et amusante. Pour moi, c'est du cas par cas, ça dépend mais oui, on arrive à parler la même langue. On a les mêmes objectifs, c'est de réaliser l'œuvre et de rendre ça intéressant dans la ville. Et ça reste, je parle pour moi, une grande fierté quand on passe à côté d'une œuvre d'art puis qu'on a mis un petit quelque chose de nous là-dedans. Ça vient mettre un baume sur toutes les discussions difficiles qu'on a pu avoir dans la création, agréable ou non. Et pour vous, Linda, allez-y. Oui, non, j'ai pensé, je peux ajouter à ça, en fait, oui, c'est très important, en fait, les deux personnalités, ça c'est sûr, parce que je sais, moi je travaille avec différents mondes au fur et à mesure, mais j'ai comme une approche qui, visuellement, les œuvres peuvent avoir l'air fragiles, mais ils ne sont pas fragiles, mais d'avoir cette fragilité qui va tenir, il faut une certaine structure, une certaine fondation. Et j'avais déjà travaillé avec des ingénieurs que c'était difficile pour moi parce que c'est en fait ce qu'ils proposaient s'enlever cet aspect de fragilité. Avec Poincaré, je n'ai pas ce problème. C'est vraiment, il rentre dans l'idée que j'ai. Et on arrive à trouver, des fois ça peut être difficile, mais on n'a pas besoin d'avoir une solution en 3 minutes. C'est ça, on peut quand même réfléchir et arriver à quelque chose, faire différents tests pour arriver à ce qu'on a besoin pour que et les ingénieurs et moi sont heureuses avec le résultat. Vous parlez vraiment d'une relation de confiance aussi qui s'est établie. Oui. D'une compréhension qui est essentielle. Après avoir travaillé pendant plusieurs années avec Paul-Henri, avec sa firme, est-ce que
est-ce que ça a aussi modifié un petit peu la façon dont vous concevez les œuvres? Parce que je pense, par exemple, à des conseils qui auraient pu vous donner sur la structure, qui ne doit plus avoir à répéter. donc, j'imagine que ça pousse déjà votre réflexion. Il y a des étapes que vous êtes capable de sauter déjà en ayant cette relation forte-là. Peut-être des matériaux de prédilection qui changent aussi. Mais des fois, c'est sûr qu'il y a un impact. C'est avec je me souviens quand j'étais au début de mon carrière, j'étais pas très forte sur l'idée de la structure. C'était des choses tenues comme à peu près. Et je me souviens, je vais dire ça en anglais parce que j'ai aucune idée comment on dit ça en français, mais l'ingénieur m'avait dit que les skyhooks sont en back order. Ça veut dire que c'est accroché dans le ciel, ils sont pas là. Alors, c'est resté toujours dans ma tête parce que je disais, ouais, OK. Alors, ça a eu un impact, c'est sûr. Au fur et à mesure, c'est sûr qu'on arrive à comprendre certaines choses. Mais pour moi, j'aime beaucoup pousser mes œuvres dans le sens que je ne suis pas en train de répéter. Des fois, je peux avoir une série qui se ressemble, mais j'aime pousser les choses. Alors, quand on pousse quelque chose, on peut toujours avoir un moment où je ne sais pas trop. Les ingénieurs, il faut qu'on regarde ça, il faut qu'on fait un peu des tests. Alors, ce n'est pas toujours à répéter. C'est vrai qu'on appuie des choses, on répète certaines choses, mais il y a d'autres choses qu'il faut chaque fois qu'on regarde à nouveau. Et vous, Nadia, est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation avec les ingénieurs, avec les fabricants? Ça fonctionne comment? Comment est-ce que vous travaillez? Mais c'est ça, je pense que j'aimerais bien entrer dans une relation de danse, tu sais, peut-être je cherche encore mon partenaire, tu sais, avec qui danser, parce que je pense que ça ôterait peut-être beaucoup de pression, hein, parce que pour moi, jusqu'à maintenant, je m'appuie beaucoup sur c'est vraiment le fabricant qui a le lien avec l'ingénieur et je m'appuie sur les connaissances du fabricant et cette relation entre l'ingénieur et le fabricant. Et je dis ça et c'est comme ça peut être pris de différentes façons. Tu sais, au Québec, les concours sont souvent donnés aux artistes, on gagne le prix, puis c'est surtout à l'artiste de comme être en relation avec le fabricant, mais à l'extérieur du Québec, le processus est souvent différent. Peut-être on va avoir un moment où est-ce que faut vraiment mettre tous les dessins et après ça, ça va, how do you say it? It gets bidded on, right? And so the lowest bidder wins the right to build the project. Alors, on n'est pas toujours sûr de savoir c'est qui nos fabricants. Alors, pour moi, ça a été comme un peu mes deux expériences. Je dirais en bronze, j'ai travaillé beaucoup avec l'atelier du bronze et pour des œuvres en bronze, dans le type que je fais, c'est souvent M. Knoll qui est approché pour être l'ingénieur de référence. Mais il ne va pas sortir des calculs nécessairement. Tu sais. C'est sûr qu'il va sortir les calculs, mais en même temps, il va toujours dire, tu sais, fais-le, grimpe dessus, puis on va voir comment ça tient. Tu sais? Mais ça, c'est après des années, des années, des années d'expérience. Alors, il peut prendre un peu cette facilité-là par rapport à peut-être un nouveau ingénieur qui aura peut-être the propensity, n'aura pas cette confiance-là, il va vouloir peut-être surconstruire la partie qui fait partie de l'ingénierie. Alors, tu sais, pour moi, ça, c'était un peu l'idée, la première idée. Tantôt, j'ai utilisé beaucoup le mot contrainte, mais peut-être le mot de Linda, compromis. Hein? Ça, c'était la première idée. Mais en œuvre, ça devient
dans le cas avec l'ingénieur avec lequel on a travaillé, bon, ça devient quelque chose qui est comme ça. Et c'était toujours comme un défi de dire, ben, j'aimerais que chacun des morceaux soit un peu plus, tu sais, moins large. Alors, on le voit peut-être mal ici, mais on voit un peu la structure en arrière. Et c'est toujours comme une danse. Bon, mais si c'est moins large, ça peut être plus haut, mais si c'est trop haut, il faut que ça soit un petit peu plus large. Alors, c'est comprendre ça. Puis par rapport à la matière que je mettais, mettons, je mettais une espèce de perlage par-dessus, mais tu sais, ça a beaucoup impact de combien de petites perles on doit fabriquer et combien de temps ça va prendre pour les tisser et le monter. Alors, c'est un peu mes expériences. Ouais. Si je peux me permettre, M. Knoll, j'ai passé 10 ans à ses côtés, puis c'est lui qui m'a montré beaucoup de choses en structure. Puis c'est ce que vous avez dit, Nadia, c'est un des points qui revient constamment pour moi quand on travaille les œuvres d'art, c'est que on est habitué, les ingénieurs, de s'appuyer sur son code du bâtiment, puis ses calculs, puis ses formules magiques qui nous disent tout. Mais l'idée de monter sur l'œuvre d'art puis de dire est-ce que ça tient ou ça tient pas, ça vaut tous les calculs du monde. Quand vous nous présentez des œuvres d'art qui ont des formes un petit peu particulières, de savoir comment est-ce que ça va se comporter sous une charge de vent avec les flux de vent et tout, il est très bon, l'ingénieur qui va être capable de répondre sans l'essayer. Fait que moi, j'ai toujours beaucoup aimé l'approche essayons-le, puis on va s'ajuster, puis on va trouver des solutions. Puis comme vous avez dit, les fabricants d'œuvres d'art amènent une expertise énorme. Dans leurs ateliers, on va les voir, on essaie des choses, on pousse sur l'œuvre, est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas, et on le juge à ce moment-là. Ça veut pas dire que à l'occasion, on travaille par modélisation avec les programmes qu'on a aujourd'hui qui sont très forts, mais c'est toujours difficile de savoir est-ce que le modèle qu'on fait dans notre ordinateur correspond à comment l'œuvre d'art va se comporter sur place. C'est pas une réponse facile, puis ça prend une validation sur place dans l'atelier avec les participants de l'équipe. Et c'est un peu là le défi, hein, parce que en termes de budget, on ne peut pas toujours s'accommoder ce genre de risque de, bon, mais faire la construction et on va aller d'après. Puis c'est surtout ceux qui mettent l'argent, tu sais, ils ne veulent pas nécessairement non plus, ils prennent aussi un risque. Alors, ça devient un petit peu plus compliqué. Oui, ben ça prend une idée de base quand même. Il faut savoir un peu où est-ce qu'on s'en va, hein? Mais oui, c'est sûr qu'il ne faut pas, si on essaie 8 fois, que ça ne marche toujours pas, on va se faire taper sur les doigts. Hein? Et je reviens aussi à cette idée de c'est le fabricant, parce que même si on va à un autre atelier de bronze, tu sais, un autre fabricant qui va faire des bronzes, mais leur recette de bronze est différente. Alors, les matériaux, puis the composition, qu'est-ce que ça peut porter? Ça va varier. Comment c'est flexible? Ça peut varier. Alors, c'est aussi, c'est pas nécessairement parce qu'on l'a fait comme une fois comme ça avec quelqu'un, puis on va voir quelqu'un d'autre que ça va nécessairement marcher de la même manière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Nadia, sur, je reviens là avec cette idée-là là, du pouvoir créatif de l'ingénieur, de l'impact qu'ils ont eu sur vos œuvres. Donc, vous nous avez montré l'arbre, donc j'ai compris que finalement, le tronc s'est élargi. Mais en dehors de ces questions de proportion-là, est-ce qu'il y a des solutions qui ont été amenées, qui ont changé la façon dont vous pensez à la construction ou même au rendu final des œuvres? C'est un peu comme Linda a dit, c'est en ayant des propres expériences, tu sais, que je comprends un petit peu plus ces idées-là de la structure. Ce serait peut-être une autre conversation de voir comment former les artistes pour qu'ils parlent mieux avec les ingénieurs, mais aussi vice-versa. Alors, c'est sûr que en sachant ça, mais tu sais, pour l'artiste, vouloir créer quelque chose qui est comme épuré, très fin, tu sais, une ligne dans l'espace,
peut-être ça va toujours devenir vraiment le challenge. Et aussi, j'espère que ça pousse aussi les idées d'ingénierie, tu sais. Mais aussi, il y a aussi les capacités de matériaux qui changent, hein. Alors, tu sais, si on parle de travailler en béton, mais les avancements de béton ont beaucoup changé dans les dernières 20 ans. Alors ça devient comme une autre sorte de porte, hein. Ouais, ouais. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, Nadia, pour revenir à Paul-Henri. Comment est-ce que le travail avec les artistes peut pousser, donc ceux avec qui vous travaillez, Linda en particulier, mais peut-être de façon plus générale, comment est-ce que ça peut pousser les idées d'ingénierie? Comment est-ce que ça peut changer, en fait, la façon dont vous pensez le travail ou peut-être même amener d'autres solutions? Ben, j'ai envie de répondre que si toute la ville était pensée par des ingénieurs, ça serait pas mal plus carré que ce qu'on voit aujourd'hui, puis qu'on a besoin des artistes et pour nous pousser un peu, puis nous forcer un peu, parce que des fois, l'option facile, c'est de mettre 4 colonnes, puis on n'en parle plus, mais il faut qu'il y ait un artiste ou une artiste qui te pousse dans ce que tu fais pour essayer de créer quelque chose de plus intéressant, et en même temps, pour nous, je veux dire, on fait comme ingénieur en structure, on fait souvent beaucoup de bâtiments. On travaille avec l'acier, le bois, le béton. Et les artistes nous amènent des constructions en bronze, des constructions en d'autres matériaux qu'on connaît pas. Et ça nous amène une expertise œuvre d'art après œuvre d'art. On développe une expertise, on connaît les nouveaux matériaux. Ça nous amène quelque part de complètement différent. Et du point de vue personnel, c'est extrêmement enrichissant. On devient un meilleur ingénieur. Chaque œuvre d'art va nous permettre de devenir meilleur et va nous amener des meilleures solutions dans l'avenir. C'est évident qu'au début de ta carrière, tu n'as pas les mêmes idées, les mêmes solutions que quelqu'un qui ça fait 50 ans, qui fait ça et qui travaille. L'expérience joue pour beaucoup dans ce type de travail-là. Et comme Nadia disait, les matériaux changent constamment. Les bétons, c'est incroyable ce qu'on peut faire maintenant par rapport aux conditions climatiques, par rapport à un paquet de choses. Et c'est très important de se garder à jour avec des formations continues, pour savoir qu'est-ce qui existe sur le marché et qu'est-ce qui est possible de faire. Pouvez-vous nous donner un exemple concret? Ça fait 20 ans que vous êtes ingénieur. Pouvez-vous nous donner un exemple concret là, d'une transformation de matériaux et ce que ça rend possible aujourd'hui qui n'était pas possible au début de votre carrière? Les avancements, c'est beaucoup dans les bétons. Par exemple, dans les années 70, on faisait du béton extérieur, on exposait le béton à Montréal et on voit aujourd'hui que c'était pas l'idée du siècle parce que le béton est endommagé rapidement, l'eau pénètre dans le béton, ça fait corroder l'armature. Du point de vue technique, c'était pas une bonne solution. Maintenant, on est capable de faire un béton qui cristallise et quand il fissure dans sa composition chimique, le béton vient bloquer l'infiltration d'eau et ça permet au béton de rester beau, de rester esthétique. On est en train de travailler des œuvres d'art avec du béton apparent et on pense que c'est faisable et qu'à travers les années, ça va rester joli parce que c'est ça le vrai défi. Le jour 1, ça va être splendide, mais le jour 10 ans après, 5 ans après, est-ce que ça va être encore aussi beau? C'est ça le gros défi. Je dirais que c'est le béton surtout qui a évolué dans les matériaux. Linda disait un petit peu plus tôt qu'au début de sa carrière, elle n'était pas forte en structure. Je pense que c'est probablement un défi là, de beaucoup de jeunes artistes qui ne sont pas nécessairement formés de cette façon-là. Donc, avant qu'on passe à la période de questions, j'aimerais vous demander à chacun d'entre vous si vous aviez des conseils à donner aux artistes émergents, aux ingénieurs qui sont en formation en ce moment et qui s'intéressent à une pratique liée à l'art public. Qu'est-ce que vous leur diriez? Avez-vous envie de commencer, Linda? Oui, d'accord. Ouais, en fait, j'ai peut-être beaucoup de conseils, mais moi, personnellement, je suis autodidacte, je n'ai pas allé à une école d'art. Au départ, j'ai trouvé que c'était peut-être
plus difficile, mais dans un autre côté moins difficile. Alors, il y avait les plus et les contre. Pour les jeunes ingénieurs, je trouve que ce serait merveilleux d'avoir plus de monde qui sont prêts à travailler avec les artistes. Quand j'ai commencé, c'était vraiment difficile de trouver des ingénieurs qui voulaient travailler avec les artistes. Alors ça, c'est important. Pour les artistes, je pense que la meilleure chose, c'est d'être à l'écoute. Parce qu'il y en a des fois, on a une vision, mais il faut aussi avoir une écoute de qu'est-ce qui est faisable dans un espace public. C'est pas dit qu'il faut qu'on change notre démarche, mais c'est juste qu'on on pense un peu plus à des choses qu'il faut qu'on incorpore dans notre création. Vous, Paul-Henri? Du côté des artistes, je pense que il faut discuter un peu avec des ingénieurs simplement pour avoir ça veut pas dire de les écouter, mais simplement pour avoir une sensibilité du côté ingénierie. Je veux dire, moi, je pensais, pour être honnête, faire des portes ouvertes à mon bureau, juste pour inviter tout le monde. Vous voulez jaser de structure, venez jaser de structure. Puis ça va aider beaucoup les jeunes artistes à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qu'on peut moins faire. Du côté des ingénieurs, je comprends totalement quand Linda dit qu'il y a peu de jeunes ingénieurs qui vont vers les œuvres d'art. C'est parce que c'est un milieu qui est complètement différent puis que il faut que tu aies confiance et il faut oser. Moi, je trouve ça super important dans le développement d'un ingénieur de sortir de sa zone de confort. Et je pense que les jeunes ingénieurs doivent développer un équilibre entre le côté cartésien et le côté artistique et d'ouvrir son esprit et de voir d'autres solutions que ce qu'on apprend sur les bancs d'école. J'ai l'impression que vous nous avez ouvert la porte, là. Vous nous avez lancé une invitation à visiter. Ça s'en vient. Ce ne sera pas demain matin, vous devinez, mais ça s'en vient un jour. Nadia, même question, conseil. Puis Nadia, vous êtes professeure, donc vous êtes en contact avec des jeunes artistes, avec des jeunes sculpteurs, sculptrices, des gens qui potentiellement pourraient avoir des carrières en art public. Qu'est-ce que vous pensez sont les défis pour eux, puis où est-ce qu'on peut les encourager ou les appuyer? Mais peut-être je vais répéter qu'est-ce que mes collègues disent, mais je pense que les défis, c'est vraiment surtout ce niveau de comment est-ce que l'œuvre est construite. Alors, avoir plus de contact avec les fabricants si les artistes ne sont pas eux-mêmes les fabricants, mais aussi avec les ingénieurs. Cette idée d'une porte ouverte ou un mentorat ou même un artiste, comment dire, en résidence, hein, chez Pied Carré. Bien sûr. Bien sûr. Et ailleurs aussi, tu sais, ça fait vraiment, c'est vraiment comme voir qu'est-ce qui est possible et comment ça se fait, qui est vraiment la belle découverte. Hein? How is it made? How is it possible? Comment c'est possible? Comment c'est fait? C'est là que la compréhension s'ancre et enrichisse aussi la pratique de l'artiste. Et peut-être fait des liens pour arriver à parler un langage semblable. C'est gagnant-gagnant, hein? On apprend tous les deux. Là. Ben oui. Je vais passer la parole à Courcelles pour la période de questions parce que je vois qu'il y a déjà plusieurs questions qui ont été posées là, par les membres du public. Sarah? Oui, alors bonjour tout le monde. Alors, une toute première question qu'on a reçue, la voici. Comment est-ce que vous abordez la façon de collaborer pour que les ingénieurs ne soient pas seulement en support à la démarche artistique, donc pour satisfaire des contraintes, mais pour également mettre à profit leur créativité et leur capacité d'innovation, tout particulièrement les chercheurs en génie? Je vois Mme Mir qui hoche la tête. Est-ce que vous souhaitez intervenir ou? Ben, c'est une bonne question.
c'est toujours ça un peu la question. Comment est-ce qu'on va savoir qui est à la recherche de nous et qui on a besoin de connaître, tu sais? Alors, ben c'est vraiment de personne à personne, hein? C'est aussi, Linda l'a mentionné, de danser avec d'autres, hein, Linda? Oui. Et là, ça fait clic par rapport à le travail que Pierre Carré fait et que Paul-Henri apporte. Alors, mais peut-être c'est des rencontres, je ne sais pas. Oui. Je pense que comme ingénieur, quand même, oui, on peut amener un paquet d'idées, mais je pense qu'il faut quand même respecter l'artiste qui a ses idées et qui a sa vision. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut intervenir? Oui, on peut intervenir, mais je pense plus comme coéquipier que comme, corrigez-moi, Linda et Nadia, mais parce que sinon, c'est moi qui deviens l'artiste, puis ça peut se faire en collaboration aussi, mais je pense que c'est important de chacun de connaître son rôle pour arriver à une œuvre d'art intéressante. Madame Covid, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Mais seulement, c'est sûr que c'est pas toujours évident quand on commence à travailler avec les gens. Je trouve que fur et à mesure, on fait des essais, on travaille et c'est à certaines personnes qu'on dit non, c'est vraiment, ça marche pas pour moi, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Au fur et à mesure, on bat une équipe, on forme une équipe avec qui on aime travailler. Alors, c'est vraiment, mais il faut quand même, je pense, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, un ingénieur, le fabricant, tout le monde avec qui on travaille, il faut avoir certaines discussions pour voir un peu, peut-être, si l'artiste peut présenter sa vision, voir comment l'autre répond, c'est quoi les interactions. Je pense que des fois, c'est très clair rapidement avec qui on peut travailler bien. Merci. Alors, une deuxième question à laquelle on a répondu partiellement. Est-ce que le vieillissement des matériaux est pris en compte? Pour combien de temps une œuvre publique est-elle conçue? Donc, combien de temps peut-elle rester intacte? Mais souvent maintenant, dans les contrats qu'on signe pour les œuvres en art public, l'œuvre d'art doit résister le temps qu'un bâtiment. Alors, ça peut être 50 ans, quelque chose comme ça. Alors, c'est sûr que si on travaille avec des matériaux qui vont disparaître dans un an, ça ne va jamais marcher, au moins que c'est prévu que c'est une œuvre qui va être temporaire, qui peut... ou peut-être ça fait partie du concept que ça va dégénérer ou partie alter éventuellement. Alors, c'est sûr qu'il y en a certains matériaux qui sont ce qu'on sait qu'on peut travailler avec et il faut respecter ça un peu. Oui, et ensuite, une question directement à M. Boutros. Quand vous étiez sur les bancs d'école et que vous pensiez à votre future carrière d'ingénieur, aviez-vous déjà comme intention de travailler sur des œuvres d'art public? Sinon, comment en êtes-vous arrivé là? Pour dire la vérité, j'étais sur les bancs d'école quand j'avais 18 ans jusqu'à 22 ans, puis à cet âge-là, je suis pas certain qu'on sait vraiment, en tout cas dans mon cas, je savais pas vraiment où est-ce que la vie allait m'amener. Ça a tombé que j'ai étudié un métier que j'ai adoré, que j'ai fini par faire carrière dans ce métier-là. Donc, je répondrais que non, je m'imaginais pas à faire des œuvres d'art à ce moment-là, comme je m'imaginais pas à faire des maisons ou d'autres projets. C'est venu avec le temps. C'est la vie qui vous amène les projets finalement, puis on développe de l'intérêt vers un certain type de projet et moins d'intérêt vers d'autres, puis on dirige un peu son... quand Linda m'appelle, je réponds. Je veux dire, puis c'est ça qui rend ça intéressant. Mais sur les bancs d'école, non, j'étais trop jeune et trop ailleurs dans ma vie pour voir qu'est-ce qui allait se passer dans 10-15 ans, je dirais. Mm-hmm. Bien, justement, la prochaine question est directement en lien avec votre réponse. Quel genre de contenu on pourrait intégrer dans la formation de l'ETS pour sensibiliser les futurs ingénieurs au processus artistique? Moi, j'irais directement au but, puis j'amènerais un artiste dans un cours, puis allez-y, faites la conception, puis
jouer le rôle de l'ingénieur, tout simplement, et ayez les discussions avec les artistes. Ça va allumer beaucoup de lumière partout, puis on va voir tout de suite ceux qui sont intéressés puis ceux qui le sont moins, puis c'est correct dans un cas comme dans l'autre. Mais un projet concret à l'école, je pense que ce serait la clé. Mm-hmm. Puis, est-ce que Mme Covid ou Mir, vous aviez un élément à ajouter à la réponse? Ben, c'est sûr que ce que Paul-Henri a dit, c'est vraiment, ce serait le cas idéal, mais peut-être juste le moins, tu sais, si c'est pas un projet, le moins, ce serait d'intégrer peut-être une présentation d'artistes dans les cours d'ingénierie pour dire, voici, ça c'est mon cheminement en art public et ça c'est les questions à qui je m'interroge et ça c'est un peu les défis, les challenges, les compromis, hein, pour juste ouvrir la porte. Et peut-être après lancer le cours qui est l'intégration des deux. Excellente idée. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est un artiste qui peut venir avec, disons, une maquette, des dessins, tout ça, et expliquer comment le processus a démarré, où l'ingénieur est venu. On peut parler, pour certains étudiants, ça peut être très intéressant. Pour d'autres, peut-être pas du tout. Alors, mais c'est bien, je pense que c'est une bonne façon d'avoir l'idée qu'on peut être un ingénieur qui travaille avec les artistes autant qu'avec les architectes. Mm-hmm. Oui, alors une autre question. Si on regarde l'œuvre de Christo, que pensez-vous de sa relation à l'ingénierie? Lui-même avait-il des notions d'ingénierie? Pour moi, quand j'étais jeune, Christo était une de mes artistes préférés, mais lui, c'est différent dans le sens, c'est des œuvres éphémères. C'est pas quelque chose qui va durer, qui doit durer 50 ans. C'est sûr qu'il doit avoir il doit respecter certaines normes parce que ça va dans le public et ça va durer plusieurs mois. Alors, c'est sûr qu'il faut quand même que ça résiste à certaines choses. Mais je ne sais pas si eux, comment ils ont travaillé avec les ingénieurs, mais je pense que les défis sont différents. Est-ce que M. Boutros, Mme Mir, vous aviez quelque chose à ajouter? Je suis visiblement trop ingénieur. Je ne connais pas les œuvres de Christo. Je suis désolé. Et moi non plus. Okay, donc, j'imagine qu'il y a des connaisseurs qui ont été satisfaits de la réponse de Mme Mir, de Mme Covid, pardon. Donc, je vais passer à la prochaine. Étant coordonnatrice de stage, je rencontre beaucoup d'étudiants en génie par année et je suis tellement favorablement surprise qu'il y en ait autant qui s'intéressent au processus créatif et qui ont un potentiel créatif. Je crois qu'il y a plus de liens et de ponts qu'on le croit entre l'art et l'ingénierie. Peut-être permettre plus d'activités de la sorte pour favoriser le rapprochement en art et génie. Artistes et ingénieurs ont beaucoup, à mon avis, à s'apporter. Donc, il y a plusieurs ingénieurs étudiants qui ont un profil artistique, mais possiblement que les tâches en génie ne leur permettent pas toujours de faire exprimer cet aspect. Donc, en fait, je m'aperçois que c'était plutôt un commentaire d'ordre général, mais en effet, comme on en a parlé tout à l'heure, de croiser les expertises dans le cursus plus tôt que tard, ça peut être un bon moyen d'éveiller les sensibilités et de faire en sorte qu'il y aura des collaborations futures qui seront fructueuses. Donc, j'ai une autre question ici qui vient de s'ajouter. L'artiste utilise souvent des matériaux hors normes et plus complexes que du béton ou de l'acier. Comment adapter les matériaux de l'œuvre qui se comportent différemment avec les éléments du support en ingénierie, notre climat ainsi que leur interaction? Je pense que ça s'adresse à... Je peux me permettre de répondre. Les matériaux qu'on nous propose ont des propriétés physiques, tout comme l'acier, tout comme le béton. On parle d'élasticité, on parle de résistance à la compression, à la tension. Et il y a toujours un parallèle à faire. Ça reste une analyse structurelle qui est faite selon les propriétés des matériaux qu'on nous demande d'utiliser. La différence, c'est qu'on n'est pas habitué à travailler donc avec ces matériaux-là. Donc, il y a des matériaux qui réagissent différemment. Par exemple, avec le froid et le chaud, on a au Québec des températures qui vont de moins 20 à 20 degrés. Le choix des matériaux est clé dans une œuvre d'art, je pense. Et
Mais c'est aussi quelque chose qui s'apprend avec le temps, qu'on travaille avec un matériau, qu'on amène année après année des connaissances, puis on les accumule. Mais oui, voilà. En effet, peut-être aussi, j'ajouterais que souvent, c'est sûr que, bon, moi, je m'intéresse beaucoup à la céramique. C'est très fin, c'est petit. Je ne sais pas si je peux casser ce morceau-là. Bon, peut-être pas lui. Mais ça fait aussi comme quelques centaines d'années que ce morceau-là, d'ailleurs, je l'ai trouvé dans la Thames à Londres. Alors, c'est vraiment quand même un matériau durable, hein. On fait nos briques avec ça, on utilise ça sur des surfaces à l'extérieur. Sauf que dans l'application, comme artiste, si je fais une broderie avec ça, c'est aussi fragile. Alors, cette question, c'est vraiment comme Paul-Henri a expliqué, c'est sûr qu'il y a des analyses structurelles à faire sur les matériaux qu'on apporte, mais aussi peut-être une réflexion que l'artiste doit faire, c'est, bon, comment, est-ce que c'est mis sur un espace qui est fixe, hein? Et des fois, il y a aussi beaucoup d'éducation à faire par rapport aux communautés de sélection, par rapport à la matériau qu'on veut travailler et choisir. Dans ce cas-là, j'avais fait une pièce en céramique qui est à l'extérieur, mais c'est à Paris. Ils ont un climat un peu plus moins froid qu'à Montréal et c'est dans un îlot clos. Alors, il n'y a pas de fenêtre, tu sais, il n'y a pas de toit. Mais c'est un peu protégé contre les éléments, contre les vents, etc. Alors, je pouvais peut-être me permettre de faire l'exercice, hein, de voir comment utiliser une céramique qui allait entourer l'œuvre. Mais je suis toujours à l'étude. Alors, pour ces chercheurs en génie, chercheurs, créateurs en génie, toujours à l'étude. Bon, l'appel est lancé. Alors, tous celles et ceux qui sont à l'écoute, vous pouvez contacter Madame Nadia-Amir si vous avez des solutions à lui offrir. Donc, je vois que le temps file. Il est déjà 12h59. Donc, on va devoir mettre fin à cette discussion très intéressante. Pour terminer, je vais vous remercier tout d'abord à nos 3 intervenants et aussi à Madame Gérin d'avoir vraiment si généreusement donné de votre temps pour que cette discussion-là soit aussi enrichissante. Et puis, je peux vous dire aussi de rester à l'affût pour connaître le sujet de notre prochaine rencontre, notre prochaine conférence de la série « Le génie pour la société ». Et puis, en terminant, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Merci.